Comme beaucoup d'établissements d'enseignement, le lycée Robespierre de Lens est face chaque jour à certains élèves qui se découragent et veulent quitter le cursus scolaire. Pour lutter contre ce décrochage scolaire et permettre la mise en place de projets face à ce problème sur le territoire de Lens-Liévin et Nain-Carvin, plusieurs réunions regroupant des professionnels des collectivités territoriales, d'associations, de l'éducation nationale ou encore de l'orientation scolaire ont été mises en place. La première avait lieu ce mardi 17 octobre et avait comme thématique « Parents-école, la représentation ». En quelques chiffres pour avoir une idée de la dimension du bassin, ça représente 40 200 élèves scolarisés de la maternelle, dans les écoles maternelles et élémentaires, et 31 500 élèves dans le secondaire. C'est un bassin qui est marqué par des difficultés que vous connaissez, au moins autant que nous, donc chômage élevé, faible niveau de qualification, nombre important de non-diplômés, un faible taux d'emploi, développement insuffisant d'apprentissage, mais pour autant, c'est un bassin qui a des atouts, au moins du point de vue de l'éducation nationale, donc une population jeune, une image dynamique et un tissu de PME important. L'apprentissage se développe fort. Le décrochage dans le bassin, lorsqu'on voit le département qui stagnait un petit peu, le bassin a continué à progresser en termes de décrochage depuis donc, octobre 2012, puisqu'on passe de 1600, même si de quelques petites fluctuations, et on arrive à 1250. Nous étions le deuxième bassin de l'académie en termes de taux de décrochage. Sur les chiffres de décembre 2015, on arrive en 5e position. Voilà, on voit que dans le classement des bassins sur le décrochage, là aussi on progresse, donc ce qui montre vraiment le travail qui est effectué au quotidien dans les établissements scolaires. Si on fait un petit focus sur le décrochage dans le bassin et dans le département ou l'académie, globalement on le sait, il n'y a pas de surprise, mais là on le voit fort, le décrochage, ça se passe en lycée professionnel principalement, que ce soit en bac pro et d'autant plus en CAP. Il n'y a pas de surprise, les CAP accueillant des publics plus fragiles, forcément le décrochage, on va le retrouver plus sur les classes de CAP. Et donc sur la prévention de décrochage spécifiquement, je vous l'ai dit, c'est une participation au réseau focal, c'est une participation active aux actions de prévention, de remédiation, donc la mission de lutte contre le décrochage scolaire, l'IEJ, donc l'initiative de l'emploi des jeunes, qui est hébergée, on a l'IEJ Éducation nationale qui est hébergée au lycée Sonnet, la semaine de la persévérance l'année dernière, et puis mise en relation, faire du réseau, puisque on sait que le réseau c'est important, donc faire du réseau entre l'extérieur et le monde de l'éducation. Moi j'étais en récréation hier et je peux vous dire qu'Anne Camara a sauté dans le dos de Mélina, j'étais juste à côté de lui, parce que vous êtes toujours comme ça. Mais je vous explique. Tout le temps c'est comme ça, moi je connais. Écoutez, Ne restez pas dans votre monde enfermé. Écoutez. mais venez passer une journée dans l'école pour voir le comportement qu'on a avec les enfants. Si vous ne prenez pas, Absentéisme, échec scolaire, violence. Qui en est responsable? Pour l'école, ce sont les parents. Pour les parents, c'est l'école. J'ai relevé les problèmes portant sur les lieux d'implantation des établissements scolaires, donc le contexte social, le contexte géographique. Tout ça a une influence sur la mixité sociale. C'est une influence sur le turnover des enseignants. Les établissements difficiles, souvent ce sont les jeunes enseignants qui y vont, parce que les plus anciens, en général, ils vont se fixer ailleurs que dans les banlieues difficiles. Ce turnover, on a bien entendu, ça pose des problèmes aussi, alors à la fois au fonctionnement de l'institution, parce que si à chaque fois on change d'enseignant, repartir sur le même projet qui est déjà engagé pour plusieurs années, avec des nouveaux à chaque fois, on recommence le projet tous les ans. Donc effectivement, un projet qui est pluriannuel, en fait, il est plusieurs fois annuel, en fait, tous les ans on recommence. Donc il y a une difficulté là-dessus, et tout ça va influencer mon outil sur lequel je travaille le plus, le climat scolaire, évidemment. Alors là aussi, vous rajoutez à ça donc, le contexte social où se situe l'établissement, et vous rajoutez parfois à ça aussi un contexte géographique, un contexte local et un contexte parfois international.
Parce qu'on sait bien qu'il y a des influences de l'international sur le climat scolaire. Hein, lorsque vous avez des conflits en Palestine, dans certains établissements, les conflits en Palestine, ils jouent dans les cours de récré. D'accord ? Donc vous ajoutez tout ça, et en plus, souvent, ce sont dans les établissements, certains établissements où vont s'additionner tous ces problèmes-là. Deuxième point qui a été souligné, c'est le problème de communication aux parents. Alors, communication aux parents, mais je crois que la communication, elle est présentée d'abord dans un premier temps comme une communication que j'ai trouvée un peu descendante. On a un prof principal qui explique le fonctionnement de l'établissement, mais de façon descendante, expliquant à quoi sert le carnet de correspondance, et il dit en fait, grosso modo, dedans, il faut le lire parce que dedans, on vous convoque, je caricature un peu, mais à peine, on vous convoque quand ça ne va pas. Donc c'est vrai que si on commence l'année scolaire en présentant comme ça n'engage pas forcément les parents à la relation avec l'institution. Alors, le côté descendant, un côté descendant aussi qui est repris parfois dans un sens de préconisation. Il faut suivre l'enfant, suivre ses devoirs, etc., etc. Donc on est dans un contexte où on dit aux parents ce qu'ils doivent faire. Ensuite, l'idée, on aborde quand même à un moment donné la participation aux instances, où on dit les parents doivent participer aux instances avec l'idée quand même que les instances doivent être ouvertes et devenir un lieu de confrontation d'idées, éventuellement de discussion de fonctionnement, de discussion sur les projets, etc. etc. Alors c'est vrai que les enseignants sont là par amour de leur matière, parfois. Hein. Puis effectivement, avec ça, il y a des parents qu'il va falloir gérer, c'est pas toujours facile. Dans la formation actuelle des enseignants, il y a une forme, parce que dans les compétences attendues des enseignants, il y a la relation parent. C'est une compétence attendue. D'accord ? Donc du coup, comme cette compétence est mise dans la formation des enseignants, il y a une formation à l'ESP sur cette relation aux parents. Il y a un travail qui est fait là-dessus. Ensuite est mis en cause aussi, là c'est les associations de parents qui mettent ça en premier, l'attitude consumériste parfois des parents, qui vont effectivement consommer l'école comme on consomme un autre produit. Donc on essaie de placer son enfant dans la meilleure école, avec les meilleurs profs, avec des relations sociales les mieux, etc. etc. Et du coup, est mis en cause en fait la mixité sociale. Alors d'un côté, on a un contexte, il faut de la mixité sociale, et de l'autre côté, les parents font tout pour l'éviter. Une des causes premières des tensions à la maison, ce sont les devoirs. Les parents veulent forcer les enfants à les faire, les enfants refusent, les parents ne comprennent pas, les enfants font semblant d'avoir compris, n'ont pas compris, les parents utilisent des mauvaises méthodes pour appliquer, etc. etc. Et ce problème-là, en fait, pédagogique, pour les parents, c'est une grande question. C'est-à-dire que souvent on dit aux parents, on leur dit pas justement, qu'est-ce qu'on attend d'eux au niveau pédagogique. Ou les parents ne comprennent pas. Quand on leur dit il faut qu'ils fassent ses devoirs, il y a des parents qui font les devoirs. Grosso modo, ils aident tellement qu'en fin de compte, c'est eux qui ont fait le boulot. Donc ça, c'est pas aider le gamin. Mais quand ils les aident pas, on leur dit mais vous suivez pas les devoirs. Les parents disent c'est quoi suivre? Alors on leur dit faut regarder quel texte. Ouais mais bon. Moi je sais pas ce qu'il doit faire comme exercice, etc. Et donc ce travail-là, il devrait être fait aussi avec les parents dans l'explication en fait, qu'est-ce qu'on attend d'eux dans le suivi du travail exactement. Parce que c'est assez flou, je trouve, parfois, pour les parents. Une des causes premières de conflit, en fait, à l'école, c'est la notation et la punition. Ces causes-là sont les mêmes pour les parents. Les parents vont contester les notes et contester les sanctions, en disant que c'est pas possible, mon fils n'a jamais fait ça, etc., etc., etc. Donc, là aussi, je crois qu'il y a un travail à faire aussi pour expliquer ce qu'est une note et à quoi elle sert, comment elle est mise, etc., etc. Ça aussi, c'est pas toujours clair aussi pour les parents et parfois ça manque d'explication. De la même façon, la punition, la sanction, elle n'est pas forcément non plus bien comprise. Tout simplement, elle est perçue injuste par les élèves parce que mal expliquée. Quelle est la place des parents dans l'école? Quels sont les attendus pour cette place? Et en même temps, qu'est-ce que les parents, eux, attendent de l'école et en quoi ils font confiance en l'école.
Donc cette idée de confiance a été citée aussi à un moment donné, mais la confiance, elle doit être forcément réciproque. Parce qu'on a l'impression parfois qu'on attend des parents qu'ils donnent, voilà, et dans l'autre sens, les parents se disent mais qu'est-ce que je reçois en échange là? La notation, la sanction, le problème de coéducation, et par rapport à ça, il est mis en avant aussi dans le film à un moment donné quelques réponses possibles. Autour de ces réponses, moi j'ai noté 1. La formation des enseignants, mais je me dis à ça qu'il devrait y avoir un corollaire, c'est la formation des parents. Parce qu'à un moment donné, que les enseignants comprennent la place des parents, le fonctionnement des parents, etc., c'est une chose, mais parfois aussi, les parents doivent aussi comprendre à un moment donné comment ça fonctionne tout ça, et quelle est leur place dans cette relation. La notion aussi qui a été abordée aussi, le partenariat. Où sont ces parents avec qui parfois on est en difficulté, dans quel lieu ils vont, et est-ce que ces lieux peuvent aider à une rencontre à un moment donné. Moi j'ai vu dans des établissements la distribution des bulletins faite au centre social qui était juste à côté, parce que certains parents fréquentaient le centre social et ne fréquentaient pas le collège. Déplacer la distribution des bulletins au centre social a permis de voir certains parents qu'on ne voyait pas. Lorsqu'on commence par voir les parents lorsqu'il y a problème, pour moi il est trop tard. À un moment donné, quand on les fait venir parce que ça ne va pas, il aurait peut-être fallu pouvoir les voir d'une autre façon avant qu'il y ait problème justement. Si les parents ont l'habitude de venir et d'échanger avec les enseignants, de façon sur des sujets, je dirais, plutôt généraux, le jour où on les appelle parce qu'il y a un problème avec leur gamin, ils auront tendance plus facilement à venir, parce qu'il y a eu quelque chose, une relation qui aura été construite et bâtie au préalable. La notion de coéducation aussi, elle est quand même liée, alors je disais à la question de confiance, mais on entend aussi qu'elle est beaucoup liée aussi à l'histoire personnelle des parents, de leur vécu de l'école. Comment eux sont passés par cette étape, comment ils ont vécu cette relation à l'institution scolaire, et comment ils projettent eux-mêmes leurs difficultés ou leur réussite dans l'institution scolaire. Et du coup, les attentes qu'ils ont correspondent, et je trouve que c'est bien dit aussi, correspondent parfois à leur propre vécu. Améliorer la communication, travailler sur l'idée de présenter le fonctionnement des établissements, de travailler sur les programmes, de présenter en fait le pédagogique, et de parler aussi de l'utilisation de la note et son rapport à l'orientation. Je crois que ces pistes-là qui sont un peu ébauchées plus ou moins dans le film me semblent effectivement des réponses à ces problèmes de relation école-famille. On m'a demandé d'intervenir aujourd'hui dans le cadre effectivement d'un témoignage sur la démarche de croisement des savoirs et des pratiques avec des personnes en situation de pauvreté. Je participe également à un réseau mis en place également par ATD sur le Nord-Pas-de-Calais qui s'appelle le réseau École Famille Quartier et qui est composé donc de militants volontaires et alliés d'ATD, mais également des enseignants, des parents, des institutions et des associations. Une des démarches effectivement du croisement des savoirs, c'est de mettre en avant le savoir et partir du postulat que ces familles issues de la grande pauvreté ont un savoir. Donc je pense que ça c'est quelque chose de primordial dans ce dispositif. Et donc du coup, effectivement, il y a différents savoirs, dont 3 savoirs, et donc le croisement scientifique d'action et de vie. Et donc le croisement des savoirs, justement, c'est le croisement de ces différents savoirs. Le premier point, c'est définir un objectif. C'est quoi l'objectif de cette réunion de groupes? Puisque c'est des groupes qui vont se réunir avec différents partenaires, on a dit, et des parents, non pas seulement parents, mais des personnes de la grande pauvreté. Et donc, il faut qu'on ait un objectif. Ce qu'il est important, et je l'ai déjà dit tout à l'heure, c'est que vraiment ces professionnels soient soutenus par leurs institutions. C'est vrai qu'un professionnel qui viendrait tout seul, pour raison un peu personnelle ou professionnelle, mais ce qui est important, c'est que l'institution soit tout à fait en adéquation avec ça, pour que éventuellement aussi l'institution puisse après aussi
faire bouger des choses dans son fonctionnement. Ensuite, on travaille énormément par groupe de pairs, P-A-I-R-S. Et chaque groupe travaille séparément. Et ça, c'est une question parfois qu'on nous pose en disant « mais pourquoi séparément ? Si on veut croiser les savoirs, ça serait intéressant que les gens puissent se rencontrer dans les groupes et échanger. » Alors, ATD, ayant quand même beaucoup d'expérience avec ce public, dit « oui, mais sauf que les parents en grande difficulté ne vont pas prendre la parole. » Voilà, c'est toujours les mêmes un petit peu qui vont parler, etc. Donc, et surtout, il faut que les groupes de pairs aient les mêmes problématiques aussi, pour qu'ils puissent en échanger entre eux. Par exemple, les professionnels de l'enseignement, effectivement, ils auront certainement des choses à partager sur ce qu'ils vivent dans le quotidien, etc. Donc c'est aussi important pour ça. Le respect de la parole des personnes en situation de pauvreté, et pour l'avoir vécu dans le cadre de la formation dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est vrai que nous, par exemple, professionnels, on s'exprimait parfois parce que les groupes de pairs se réunissent quand même, à un moment donné, pour échanger, bien sûr. Et très très souvent, les militants d'ATD lèvent la main en disant « j'ai pas compris ce mot-là ». Ça veut dire quoi, coéducation, ou enfin, tout notre jargon de professionnels ou institutionnels. Voilà. Le travail sur les représentations, donc on se rend compte dans ce travail entre groupes de pairs, toutes les représentations qu'on peut avoir, et c'est vraiment assez percutant parfois. Et ensuite, il y a bien sûr la production. Ces groupes de croisement de savoir, c'est de produire, de coproduire et de coécrire. Et donc de construire et d'avancer sur le changement. Si l'objectif du groupe, c'est d'améliorer par exemple les relations famille-école, c'est sûr que au bout d'1 an, ou ça dépend de combien de temps le croisement va durer, mais voilà, on essaie de trouver des solutions pour que ça avance. Ensuite, donc au niveau des expériences, je disais tout à l'heure, donc dans le Nord, il y a plusieurs expériences qui ont d'ailleurs été à l'initiative de l'Éducation nationale, donc sur l'île, sur Roubaix, où il y a plusieurs groupes qui sont en place actuellement et qui travaillent beaucoup, d'ailleurs, du coup, sur l'école, sur la question de l'école, évidemment. Je vais vous parler d'une action qui s'appelle « Réussir sa scolarité en famille ». Alors on a commencé à la jumeler, cette action, par une autre action d'accompagnement à la scolarité, où on accueillait les familles, les enfants et les parents qui le souhaitaient autour des devoirs, parce que justement c'était le conflit. Et puis on est allé rencontrer avec les parents, les écoles, en disant écoutez, c'est pas toujours facile de savoir faire une division, on ne sait pas toujours l'expliquer. Alors venez nous montrer, venez nous aider, dans la convivialité. Et puis si vous êtes bien sage, vous aurez droit aussi au goûter. Alors ils sont venus très très gentiment aussi, avec beaucoup de bienveillance, le soir, après leur journée de travail, nous accompagner dans ce travail avec les familles. Alors petit à petit, l'accompagnement à la scolarité avec les devoirs plus ou moins s'est arrêté, mais nous on a continué de travailler avec les parents dans un esprit justement de soutien à la parentalité et cette professionnalisation entre guillemets des parents. Et on s'est très vite aperçu, tout en évoluant, qu'il y avait une grosse souffrance psychologique. Et on ne savait pas comment y répondre à cette souffrance psychologique. Ce qui fait qu'on a travaillé avec une psychologue pendant 2 ans qui a mis en place des ateliers, des groupes de parole, qui a animé des groupes de parole. Donc il y avait les groupes de parole avec les parents et la psychologue, et il y avait cet accompagnement, ce soutien à la parentalité avec nous, où on était beaucoup plus ouverts à leurs problèmes, où on était plus dans l'animation. Petit à petit, ces parents, qui étaient en grande souffrance psychologique, sont devenus des parents chercheurs. Et ont mis en place une autre action d'action recherche et sont devenus acteurs. Avec ces parents qui étaient un petit peu la base de cette petite goutte d'eau, on a continué à évoluer. Et on a tellement bien évolué qu'on est allé porter notre savoir-faire ailleurs, plus seulement dans le quartier, mais ailleurs, dans d'autres écoles qui étaient demandeurs.
et qui étaient très intéressés par ce travail. Alors, on a proposé aussi, tout de suite c'est venu, la coéducation justement. Quel rôle? Qu'est-ce que c'est que la coéducation? Qu'est-ce que c'est que la coéducation pour les parents, qui ne comprennent pas bien ce mot-là, mais aussi pour les enseignants, parce que justement, on en a parlé tout à l'heure, oui, les parents à l'école, d'accord, mais pas trop, un petit peu. Parce que ça me fait peur quand même, leurs questions, leur intervention, voire même l'agressivité. Donc moi ce que je tiens à dire aussi, c'est qu'en 9 ans, il y a beaucoup d'espoir parce que l'école ouvre ses portes. C'est pas comme ça il y a 9 ans. Aujourd'hui, l'école ouvre ses portes. Alors, FOCAL, c'est un terme qui veut dire formation, qualification et emploi. Le réseau regroupe des professionnels de l'éducation nationale qui œuvrent et qui mettent en place des actions de lutte contre le décrochage scolaire. Donc le réseau comprend des chefs d'établissement, des enseignants, des référents décrochage scolaire de chaque établissement, et également donc des professionnels qui exercent au CIO de Lens, donc des coordonnateurs de la MLDS, la mission de lutte contre le décrochage scolaire. Le réseau regroupe également d'autres professionnels qui travaillent aussi au CIO, qu'on appelle depuis le 1er septembre 2017, j'en profite, des psychologues de l'éducation nationale. Donc depuis le 1er septembre, les conseillers d'orientation psychologues ont disparu et donc maintenant on a des psychologues de l'éducation nationale. Ce qui est mis en place sur le district, donc tout à l'heure vous parlez, M. Tellier, vous parlez du bassin avec 3 districts, 3 CIO. Donc moi je suis responsable du district de Lens et ce que je vais mettre en place cette année, c'est ce que je vais appeler donc des groupes d'accompagnement. Donc des groupes d'accompagnement, et donc je fais appel à vous, partenaires extérieurs et éducation nationale. Donc ce sont des réunions que je vais organiser, pas tous les mois bien sûr, mais au moins une fois tous les trimestres. Donc une réunion dans laquelle on va parler d'élèves qui décrochent ou qui sont en voie de décrochage. Et donc des solutions qu'on n'aurait pas au sein de l'éducation nationale, et donc je vais faire appel à vous. Parce que vous, parfois, vous ne connaissez pas ce qu'on fait dans l'éducation nationale, mais inversement, nous, on ne connaît pas forcément tous les organismes, toutes les institutions qui sont là, qui ont parfois des choses merveilleuses à proposer aux jeunes, mais qu'on méconnaît. Donc j'en profite pour remercier toutes les personnes qui ont œuvré pour la mise en place de cette matinée, qui était vraiment très intéressante et très riche.